comment évaluer le prix des larmes. Vous êtes la veuve éplorée d'une personne qui vient de perdre la vie. Elle ne le savait probablement pas. Mais il était possible d'engager la responsabilité de la commune pour obtenir une indemnisation. Alors vous allez me dire, bon, l'argent. Oui, mais encore une fois, l'argent, c'est la seule manière qu'on a trouvée dans un système juridique pour tenter de réparer au mieux le préjudice qui peut résulter de la disparition d'un proche. Bonsoir à toutes et à tous, 165e émission de Justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris. Nous sommes en direct pour cette émission. Donc bienvenue pour cette 165e émission. Donc pour ceux qui ont loupé, vous aviez juste avant également, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de David, notamment le petit flash info qu'il a fait notamment avec l'affaire Quentin, notamment sur laquelle il est revenu, notamment en termes de responsabilité, comment sont jugés, on va dire, ce type, on va dire, de drame en termes juridiques. Donc je vous invite à retourner sur la chaîne de David pour justement reconsulter ce petit point info avec l'actualité un petit peu du moment. Donc ce soir, on va parler un petit peu de choses un petit peu différentes, totalement différentes même, notamment en termes de responsabilité en cas de dommages, notamment de travaux publics, de voirie. Finalement, vous avez un dommage parce que vous tombez par exemple sur un trottoir, vous vous faites mal parce que le trottoir est mal entretenu ou qu'il y a des travaux en cours. Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui indemnise potentiellement les victimes? C'est ce que va nous décrypter notamment ce soir David. Pensez à liker, vous abonner aux deux chaînes YouTube, David Guyon avocat et Pierrick Thévenon, et vous pouvez retrouver donc les différentes émissions que l'on produit sur nos deux chaînes, notamment soit dans les lives thématiques, soit sinon directement vous cliquez juste ne serait-ce que dans les petits onglets vidéo en direct pour retrouver les précédentes émissions. Voilà, donc bonsoir David, comment vas-tu? Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Le son est bon? Moi je t'entends très bien. Très bien, super. Toujours en double, mais c'est pas grave. Bon, très bien. Peut-être fais attention, c'est peut-être une autre page que tu as ouverte. Et je sais que parfois l'émission arrive en même temps qu'on est en train de parler et ça peut créer un écho. Donc voilà, attention. Alors si vous êtes bien installé, pensez évidemment à sortir les pop-corn. Abonnez-vous, ça mange pas de pain, ça fait du bien et ça donne de la visibilité. Ce soir, on va parler vraiment d'un sujet qui m'intéresse parce que vous êtes tous concernés. Vous avez peut-être tous déjà été concernés, mais malheureusement, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Pourquoi? Parce qu'on ne vous l'a jamais appris à l'école. Et malheureusement, si vous n'avez pas fait au minimum 3 années de droit, il y a peu de chances que vous compreniez ce qu'est un accident de la voie publique. Mais fort heureusement pour vous, votre serviteur ici présent vous a vulgarisé tout ça chaque lundi à partir de 20h30. Je pense qu'il faut le dire, mon cher Pierrick, c'est plus 20h, c'est 20h30, puisqu'on a les flash infos. Eh bien, vous avez une émission de vulgarisation juridique, parce que rappelez-vous, le droit ne protège pas les ignorants. Oui, le droit ne protège pas les ignorants, c'est traduit généralement par cet adage. Nul n'est censé ignorer la loi. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière votre ignorance et votre bêtise, parce que malheureusement, bien souvent, l'ignorance est assez proche de la bêtise. À l'heure où il est possible d'avoir, grâce à votre téléphone, à Internet, la possibilité d'avoir accès à toute une série d'informations, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas savoir. Donc pensez à vous abonner. Et si jamais le cœur vous en dit, vous avez la possibilité de souscrire et de devenir un souscripteur. Vous verrez à la fin de l'émission, vous aurez un petit générique qui va diffuser le nom de chacun des souscripteurs que l'on remercie infiniment. Vous avez grâce à ça 2 avantages. Premier avantage, des contenus exclusifs, c'est-à-dire des contenus qui ne seront jamais diffusés sur la chaîne YouTube. Je vous montrerai un peu les backstage et des choses que l'on réserve vraiment à notre communauté. Posez d'ailleurs vos questions, on fera des vidéos spécifiques pour nos souscripteurs. Et deuxièmement, vous avez droit, grâce à votre qualité de souscripteur, de découvrir nos émissions avec parfois plus d'1 semaine d'avance. Ça ne mange pas de pain, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, comme quoi, souscrire, c'est aussi bénéficier de certains avantages. Et évidemment, ça nous aide à produire tout ce que vous voyez aujourd'hui, ici présent. Je vous invite à regarder les vidéos qu'on avait faites il y a un peu plus de 4 ans. Vous verrez que c'est vraiment très, très différent en termes de qualité visuelle et auditive. Alors aujourd'hui, on revient sur un accident de la voie publique. Qu'est-ce que c'est? Mon cher Pierrick, si je te parle accident de la voie publique, tu as peut-être vu l'article juridique qui accompagne l'émission de ce jour. Est-ce que tu as découvert des choses intéressantes, puisqu'on va en parler dans un instant?
Alors, je n'ai pas encore pu prendre, on va dire, en compte l'article juridique puisque je me suis installé juste avant et que j'étais au travail également aujourd'hui, mais c'est la raison pour laquelle je serais, on va dire, ravi de pouvoir découvrir tout ce que tu vas nous dire dessus. J'ai eu le petit résumé que Gauthier nous fait, on va dire, pour préparer un petit peu l'émission. Forcément, j'ai hâte d'avoir un petit peu des informations parce que je pense que c'est des choses qui peuvent tous nous concerner. Et notamment, la première question que j'aurais dans un premier temps, c'est déjà tout simplement finalement à partir de quel moment est-ce qu'on parle d'un dommage finalement si je me casse la figure, si je me tords la cheville, etc. Ok. Et surtout, quelle est la première chose que tu vas regarder juridiquement en fait pour regarder déjà finalement de quoi parle-t-on et à partir de quel moment est-ce que juridiquement il y a potentiellement quelque chose à faire. Alors les chers amis, encore une fois, je vous ai dit, vous allez apprendre des choses, vous allez vous dire, je suis content de le savoir, je ne savais pas que c'était le cas et j'ai envie d'en savoir plus. Voilà ce que vous allez vous dire à la fin de l'émission. Alors, les choses sont très simples et très concrètes. On parle d'un accident de la voie publique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de glisser sur un trottoir? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur, dans un trou qui avait été mal signalé sur la voie publique? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà par le passé de vous prendre une tuile sur la tête? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, alors que vous passiez euh, dans la rue tranquillement, d'avoir une bite qui monte et qui vous arrache tout le bas de caisse de votre voiture? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, circulant au milieu des travaux, de tomber dans un trou? Si ça ne vous est jamais arrivé, un peu de patience, mais pour les autres, vous aurez compris, on parle ici d'accidents de la voie publique. Des accidents de la voie publique, par définition, c'est un accident qui n'est pas un accident de la circulation. D'accord? Et un accident de la circulation, au sens de la loi de 85, c'est un accident qui implique un autre véhicule. Là, ici, il peut y avoir d'autres véhicules, évidemment, mais ce n'est pas le critère déterminant. Le critère déterminant, c'est un défaut de signalisation ou d'entretien d'un ouvrage public. On parle souvent ici de la route, mais par exemple, si vous glissez sur un trottoir qui est extrêmement lisse, hein, et vous savez qu'à Montpellier, on est vraiment les spécialistes hein, en la matière, vous avez la possibilité de vous faire indemniser si jamais un préjudice résulte de cette chute, de cette glisse que vous avez sur le domaine public. Alors, il n'y a pas de définition juridique, c'est vraiment la jurisprudence qui nous définit un accident de la voie publique comme un événement soudain, n'a pas été voulu, fortuit et non intentionnel qui vous cause un dommage en raison de l'implication d'un ouvrage public. Alors le terme ouvrage public, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire que c'est la route, le domaine public, un bâtiment. Voilà. Il ne s'agit pas nécessairement donc d'une collision entre plusieurs véhicules, hein, même s'il peut y arriver. Hein, si vous tombez tous dans le même trou et que vous étiez tous à la queue leu, évidemment, il peut y avoir d'autres véhicules, mais ce n'est pas le critère déterminant. Et dans toute situation où l'état ou le fonctionnement de la voie publique est à l'origine de votre préjudice. Donc en fait, il faut vraiment avoir cette vision, on va dire, fonctionnelle. C'est quoi qui vous a causé votre préjudice? Si c'est effectivement un accident de la circulation qui implique un autre conducteur, bon, vous ne posez pas la question, cet article n'est pas fait pour vous. Par contre, si clairement vous n'aviez pas d'autres conducteurs, ou en tout cas l'implication d'un conducteur n'est pas le critère déterminant, là, il y a de fortes chances que vous soyez sur un accident de la voie publique. Et je peux vous assurer, quand c'est comme ça, il faut vraiment voir cette émission. Je vais vous raconter deux histoires. Deux histoires, restez bien accrochés jusqu'au bout. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. La première histoire. Lorsque j'étais petit, je vivais dans le centre de la France. Et alors que j'arrivais au CP dans un village qui s'appelait Vignoux-sur-Barangeon, oui, ça ne s'invente pas, Vignoux-sur-Barangeon, j'avais entendu parler qu'il existait à l'entrée de ce village un virage extrêmement accidentogène. Ainsi dire, toutes les décennies, plusieurs jeunes étaient blessés ou perdaient la vie dans ce virage qui est à l'entrée du village et qui est particulièrement abrupt. On est quasiment sur un angle droit à 90 degrés, si bien que la commune et le département avaient décidé d'aménager différemment ce virage qui jusque-là était extrêmement accidentogène. À partir de mon jeune âge, hein, je devais avoir à l'époque 8-9 ans, eh bien, j'ai vu des travaux d'aménagement de cette voirie. Se posait donc la question des victimes de ces accidents, c'est-à-dire les familles hein, qui perdaient leurs proches avec ce virage particulièrement accidentogène. Alors, elles ne le savaient probablement pas, mais il était possible d'engager la responsabilité de la commune
ou du département, hein, selon qui est propriétaire de cette voirie, pour obtenir une indemnisation. Alors vous allez me dire, bon, l'argent. Oui, mais encore une fois, l'argent, c'est la seule manière qu'on a trouvée dans un système juridique pour tenter de réparer au mieux, même si encore une fois, comment évaluer le prix des larmes, de tenter de réparer au mieux le préjudice qui peut résulter de la disparition d'un proche. On va réparer votre préjudice moral, et puis parfois, dans certaines circonstances, des préjudices exceptionnels qu'il pourrait y avoir, notamment lorsque d'un bâtiment public. Qui est responsable? Bon, c'est le fatum, comme on dit, hein. C'est vraiment le coup du sort qui vous frappe et qui vous tue sur le coup. Seule possibilité pour les proches d'être indemnisés, les accidents de la voie publique. Votre seule possibilité, hein. Personne qui est responsable, il n'y a pas d'accident. Ici, on n'est même pas sur un accident de voiture, on est sur une brique qui tombe de la hauteur d'un bâtiment public qui visiblement était mal entretenu, puisque ça ne doit pas vous arriver de vous promener sur les abords d'un bâtiment public et de vous prendre une brique qui vous tue. Donc, ici, l'accident que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, le virage un peu abrupt, mal signalé, et la brique qui malencontreusement vous tombe sur le crâne et vous tue, ce sont tous les deux des situations dans lesquelles on doit parler d'accident de la voie publique. Donc dites-moi si en commentaire vous connaissiez les accidents de la voie publique, parce que c'est déterminant. Parfois, vous n'avez pas d'autre possibilité pour être indemnisé que de connaître cette possibilité-là. Et croyez-moi, bien plus souvent qu'on ne le pense, il peut y avoir des cas où vous subissez un dommage de la voie publique. Alors, je vous ai donné dans l'article juridique qui accompagne cette émission quelques exemples de ce qu'on peut entendre par un accident de la voie publique. On a notamment, alors je vais essayer de les retrouver un petit peu, je les avais notés tout à l'heure. Un accident de la voie publique. Voilà, donc ce sont des dommages qui peuvent être causés par un trou sur la chaussée, des gravillons laissés après des travaux, un éboulement, une plaque d'égout instable ou encore une absence de signalisation d'un danger, un ravin, et vous tombez dans le ravin parce qu'il n'y a pas de signalisation. Bon ben voilà, tout ça, ce sont des accidents de la voie publique. Et chaque fois ici, vous l'aurez compris, la présence et l'implication d'un autre véhicule n'est pas le critère déterminant. D'accord ? Donc c'est quand même très important parce que parfois, malheureusement, vous n'aurez pas d'autre possibilité que de vous retourner contre la collectivité pour être indemnisé. Alors, lorsque vous êtes victime d'un accident de la voie publique, que faire? Bon, tout d'abord, il va falloir nécessairement faire ce qu'on appelle une déclaration de l'accident et vous constituer un dossier. Ici, je le rappelle toujours, mais c'est important, le juge ne vous connaît pas, le juge ne vous croit pas sur parole et il statuera uniquement sur les pièces de votre dossier. C'est ce qu'on appelle la preuve. Sans le droit, la preuve n'est rien. Rappelez-vous toujours cela. Il est donc plus qu'important, évidemment, de pouvoir faire plusieurs choses. Tout d'abord, vous allez devoir identifier la collectivité responsable. La première chose qu'on me dit, c'est maître, mais moi je ne sais pas qui est responsable de la voirie, qui est le propriétaire de la voie publique. J'ai envie de vous dire, en fait, dans la pratique, on s'en fiche un peu. Alors voilà, si vous êtes dans une commune, vous allez plutôt considérer que vous êtes dans une commune. Si vous êtes à l'extérieur d'une commune, on va plutôt considérer que c'est le département. Et puis si vous êtes sur une autoroute, selon qu'il y ait une concession ou non, vous regarderez si ça appartient à l'État ou pas. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il y a toujours une autorité compétente, d'accord? Un propriétaire, personne publique qui existe. Donc, dans les cas, vous vous adressez à n'importe laquelle, hein, la commune, l'État ou autre, vous avez une disposition du Code des relations entre le public et l'administration, le L114-2. Cet article prévoit que l'autorité qui est saisie mais qui n'est pas compétente doit vous aviser qu'elle n'est pas compétente et transmettre votre demande à l'autorité compétente. Donc, de savoir qui est le propriétaire de l'ouvrage public, en fait, on s'en fiche. D'accord? Dans les faits, ce n'est pas déterminant. C'est bien de le savoir, mais vous verrez, ce n'est pas le truc qui doit vous bloquer. La deuxième chose, il va falloir prouver que vous avez subi un dommage et qu'il y a un lien de causalité avec, évidemment, l'ouvrage public. Donc le défaut d'entretien de la route, le manque de signalisation, le bâtiment avec la brique qui vous tombe dessus. Dans tous les cas, il va falloir faire donc des photographies, avoir des témoignages, des vidéos, des certificats médicaux, des constats, voire même le procès-verbal du constat de la police qui peut être venu sur place et regarder ce qui s'est passé. Tout ça seront des points déterminants qui vous permettront de rapporter la preuve que ce que vous avez vécu, c'est la réalité. Et là, on n'est même pas sur du juridique. Le plus dur ici, c'est de passer l'état de sidération. Bien souvent, peut-être qu'on vient de faire quelques tonneaux, parce que évidemment, on avait un virage mal signalisé, on avait un virage avec des gravillons, avec
une mauvaise signalétique, si bien que vous avez peut-être fait 1, 2, 3 tonneaux. Et là, évidemment, pensez tout de suite à prendre des photos et à se ménager des preuves. C'est pas forcément le premier réflexe que l'on a. Mais pourtant, vous verrez, c'est vraiment déterminant. Quoi qu'il en soit, ici, il est indispensable de faire appel à un avocat. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. La première, parce que l'avocat va vous donner de bons réflexes. Et oui, si la police est intervenue, si les forces de l'ordre sont intervenues, si les pompiers, si le SAMU est intervenu, vous aurez forcément des rapports. Donc vous aurez forcément des informations que vous pourrez récupérer parce qu'il s'agira de documents administratifs. Ça, c'est quand même intéressant de le savoir. La deuxième chose, lorsque vous engagez la responsabilité d'une commune, d'un département, de l'État, parce qu'il a mal entretenu un bâtiment ou une voirie, vous êtes devant le juge administratif. Et devant le juge administratif, il vous faut impérativement avoir un avocat lorsque vous réclamez une somme d'argent. Enfin, le troisième réflexe qu'on doit avoir, c'est engager une démarche préalable. Avant de saisir un juge, vous devez toujours, est-ce que j'ai dit? Oui, toujours faire une demande indemnitaire préalable. C'est important. Mais attention, dans la pratique, on constate plusieurs choses. Vous avez des personnes qui malheureusement viennent à mon cabinet en me disant moi j'ai déjà demandé l'indemnisation de mon préjudice à l'administration, ça fait 1 an que ça traîne, je ne sais pas où ma demande en est. Alors, ils ne viennent pas de s'en rendre compte, mais ils sont déjà dans une démarche juridique. Oui, rappelons-le, s'il n'y a qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est que écrire un courrier dans lequel vous demandez l'indemnisation d'un préjudice à l'administration vous embarque de gré ou de force dans une procédure juridique. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écrit engage. L'écrit implique des conséquences juridiques. Or, la plupart du temps, lorsque vous écrivez à l'administration, vous n'entendez pas forcément aller plus loin dans votre démarche. Vous n'entendez pas tout de suite saisir un juge. Peut-être que vous avez besoin d'ailleurs de réaliser des expertises amiables, judiciaires, pour déterminer les conséquences dommageables que vous avez subies. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez fait 1, 2, 3 tonneaux, que vous vous êtes cassé une hanche, cassé une jambe, et qu'il vous a fallu 1 an, voire 2 ans peut-être pour vous en remettre. Et dans ce cas-là, l'indemnisation des préjudices que vous avez demandé à un moment donné T, elle correspond peut-être plus à la réalité du moment parce qu'il y a eu d'autres conséquences dommageables qui en ont résulté. Et donc, demander l'indemnisation de votre préjudice implique des conséquences juridiques que vous ignorez. Alors heureusement, maintenant que vous avez regardé cette émission, vous le saurez, une demande indemnitaire préalable répond à des conditions de fond et de forme qui sont, rappelons-le, drastiques. Le code de justice administrative ne fixe pas véritablement les règles, mais c'est la pratique en réalité qui est extrêmement exigeante. Vous devez tout d'abord rappeler les faits. Qu'est-ce qui vous a conduit à demander votre indemnisation? L'administration ne peut pas deviner ce que vous avez en tête ou ce que vous avez vécu. La deuxième chose, vous devez préciser votre fondement de responsabilité. Alors, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une qualification juridique. Encore une fois, si vous n'avez pas fait un master en droit, il n'y a aucune chance que vous puissiez écrire votre courrier de manière juridique. Sauf, évidemment, le juge qui va faire preuve d'une certaine mansuétude en considérant que à requalifier vos propos en disant oui, mais en fait, il a voulu dire ça. C'est le fameux doit s'entendre comme que. Voilà, comme. Cette demande doit s'entendre comme, c'est-à-dire que le juge a requalifié. Bon, attention, dès que vous avez un avocat, alors surtout si c'est David Guillon, je peux vous assurer que vous n'aurez pas de cadeau, ça c'est sûr. La troisième chose, vous devez ensuite préciser chacun des postes de vos préjudices. J'ai un préjudice moral, j'ai un préjudice matériel, j'ai un préjudice d'immobilisation. Mon véhicule a été cassé et pendant 6 mois, il est resté immobilisé dans un garage. J'ai un préjudice de perte de salaire. Bah oui, parce que j'ai perdu mon emploi puisque je n'ai pas pu aller me rendre à mon travail, etc., etc. Et donc, vous allez devoir classer chacun de ces postes de préjudice. Et dernière petite règle, on l'oublie souvent, vous ne pourrez pas demander plus au juge que ce que vous avez demandé dans votre courrier. Donc, on vous recommande en général d'augmenter un petit peu l'indemnisation sans quand même passer du tout au rien, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais il faudra quand même viser un peu large en considérant que, dans tous les cas, même après des éléments supplémentaires qui permettront de préciser chacun de vos préjudices, vous n'ayez pas la nécessité de refaire une nouvelle demande, sachant que, comme vous l'aurez compris, forclusion et prescription, qui font l'objet d'une autre émission juridique qu'on avait vue, s'appliqueront. Ce qui peut faire que, dans certains cas, vous ne pourrez plus demander votre indemnisation. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration a 2 mois pour vous répondre. Soit elle vous répond expressément, même monsieur, je n'entends pas vous indemniser. Dans ce cas-là, vous êtes face à une décision express de rejet. Vous avez à ce moment-là 2 mois pour saisir le juge. Soit simplement l'administration ne vous répond pas. Et c'est ce qui se passe en pratique. Elle ne vous répond pas et vous vous demandez donc à ce moment-là que faire. Et donc vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois,
1 an, 2 ans, et vous venez voir votre avocat en vous disant, bon, cette histoire a assez duré, ça fait 2 ans que j'ai demandé ma réparation. Bon, là, vous ne le savez pas, mais en fait, c'est fini pour vous. Alors, vous ne pouvez plus demander votre indemnisation parce que vous avez, comme des cons, il faut le dire, hein, comme des cons, parce que si vous aviez vu cette émission et si vous aviez partagé cette émission, jamais vous ne feriez cette erreur de débutant. Vous n'auriez jamais demandé votre indemnisation avant d'aller voir un avocat et justement avoir pris conscience que ça vous engageait dans une démarche. Le principe est le suivant, lorsque l'administration ne répond pas, c'est une décision implicite de rejet. À ce moment-là, soit vous avez informé dans ce qu'on appelle un accusé-réception que vous aviez 2 mois à compter du silence pour saisir le juge. Dans ce cas-là, passé 2 mois, c'est terminé. Soit simplement elle n'a pas répondu et donc vous avez un délai raisonnable, jurisprudence Cabage de 2016, qui vous dit que vous avez la possibilité de saisir le juge pendant un délai d'1 an. Passé ces délais, 2 mois ou 1 an, s'il n'y a pas d'informations sur les délais voies de recours, c'est terminé. C'est terminé, et donc même si vous aviez vraiment un préjudice, même si sincèrement toutes les conditions étaient remplies et que vous pouviez être indemnisé, bah pour vous c'est foutu. Pourquoi? Parce que le droit ne protège pas les ignorants. Mais fort heureusement pour vous, vous n'êtes plus ignorant, puisqu'aujourd'hui vous savez parfaitement comment constituer un dossier, identifier la personne responsable, déterminer les différents préjudices qui sont les vôtres, consulter un avocat et bien entendu établir ensemble une stratégie juridique pour obtenir la réparation des préjudices qui vous sont dus, mais qui ne vous sont dus que si vous connaissez les règles. La justice est un jeu pour lequel la plupart des règles sont malheureusement obscures. Fort heureusement, aujourd'hui, vous avez, grâce à ces émissions, la possibilité de connaître les règles et de déjouer les choses-trappes procédurales. Donc conservez bien cette émission, enregistrez-la, partagez-la le plus massivement possible parce qu'il est déterminant de savoir que lorsque tout est perdu, de savoir lorsque tout le monde vous dit de renoncer, que vous êtes en train de vous battre contre le pot de fer alors que vous êtes un pot de terre, que c'est David contre Goliath, rappelez-vous toujours qu'à la fin, c'est David qui a gagné. Bon, merci à toi. Je pense qu'on a tous les éléments. Alors moi, j'ai une petite question moi, qui me vient tout de suite. Je me dis, je subis un dommage, j'ai un accident, par exemple avec un accident de voirie notamment, mais en me rendant au travail, donc qui est un accident de trajet. Pris en charge notamment dans le cadre de l'accident de travail. Est-ce que c'est la même procédure qui s'applique puisque l'accident de trajet, on va dire, va permettre de réparer, notamment, enfin réparer, du moins prendre en charge tous les frais de santé liés notamment aux dommages corporels s'il y a. Est-ce que également il y a possibilité de faire ce cumul, si on peut dire, au-delà de la procédure prévue déjà par toutes les dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code du travail, pour justement demander une réparation du préjudice. Comment ça se passe pour là quand on est indirectement sous l'autorité de l'employeur? Alors effectivement, on a tout à fait la possibilité de se retourner à la fois contre l'employeur si on estime que c'est un accident de travail, mais à la fois contre la collectivité si on estime que cet accident n'est pas totalement étranger à un mauvais entretien de l'ouvrage public. Les questions de cumul de responsabilités sont tout à fait possibles. Par contre, attention, pas parce que vous allez demander une indemnisation à la commune et une indemnisation à votre employeur que vous allez pouvoir cumuler les indemnisations. Il y aura simplement une possibilité de recours subrogatoire, c'est-à-dire que l'employeur pourra se voir demander par l'administration l'indemnisation d'une partie de son préjudice. Et j'ai même envie de dire, moi ce que je recommande, c'est toujours d'attaquer les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des préjudices qui résulte forcément du mauvais entretien de l'ouvrage public et une partie des préjudices qui résulte très probablement d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Donc faites les deux, mais à chaque fois, rappelez-vous, ce sont bien 2 juridictions différentes, tribunal administratif, conseil de prud'homme ou pôle social ou tribunal judiciaire, selon les litiges, et puis derrière, évidemment, l'impossibilité d'avoir une double indemnisation. C'est, je le rappelle, cumul de responsabilités, mais une seule indemnisation. Ok, merci. Alors, moi-même étant employeur, je t'avoue par contre, pour cette deuxième disposition, ça fait un petit peu froid dans le dos quand même. Puisque moi, la question, c'était vraiment au-delà de la procédure qui va se faire normale comme tout accident de travail, c'était est-ce que également on peut engager une deuxième procédure, notamment juste, ne serait-ce qu'auprès de l'administration, on va dire, pour la réparation du préjudice. Et indirectement, tu viens de répondre oui. Donc, c'était surtout ça la question. Oui, bien sûr. Et l'employeur, si demain est condamné, il peut très bien demander à la commune, à la collectivité publique compétente de l'indemniser de la part de responsabilité que le mauvais entretien de l'ouvrage public a pu entraîner. Sauf faute inexcusable, parce que dans ce cas-là, si c'est la faute inexcusable de l'employeur, bon, là, c'est terminé. Lui, il va prendre pour tout le monde. Mmh.
Sachant que voilà, quand on se rend au travail, c'est toujours la problématique sur les accidents de trajet et en termes de prévention. Alors moi qui bosse un petit peu dans le domaine, comme vous le savez, notamment en santé et sécurité au travail, il y a toujours cette problématique de se dire tiens, comment est-ce qu'on régularise, comment est-ce qu'on traite le risque, notamment routier. C'est une véritable prise en compte par les employeurs, notamment par des responsables QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, etc. sur comment gérer le risque routier, notamment, vous savez, entre le domicile et le trajet et le lieu de travail, puisque vous avez, on va dire, pas de pouvoir dessus. Celui qui décide de venir en trottinette, qui se mange un trottoir, celui qui vient à pied, celui qui va prendre le bus, etc., etc. Voilà, chacun est libre, entre guillemets, de venir au travail, on va dire, avec le moyen de locomotion qu'il souhaite. Donc forcément, c'est toujours une problématique, puisque ça reste quand même un accident de trajet, si toutefois vous cartonnez, si vous avez un accident, et de se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on peut réduire les accidents de trajet, puisque on ne peut pas mettre un véhicule de fonction à chacun. Voilà, vous vous en doutez bien. C'est toujours la problématique, puisque c'est plus ou moins imputable à l'employeur, sauf que, en fait, c'est quelque chose sur lequel il n'a pas de pouvoir et pas véritablement d'action possible, puisque ça dépend totalement également du lieu de résidence que vous avez, voilà, qui est votre propre liberté. Voilà. On a plusieurs questions qui ont été posées, donc on va essayer de répondre au maximum. Alors, première question notamment de Cléo à 21h. Quid de l'usure prématurée des véhicules à cause de l'état déplorable des rues en ville? Je casse ma direction sur route sans accident. Puis-je demander à la ville de payer la réparation? Encore une fois, alors si j'ai bien suivi, mon cher David, encore une fois, encore faut-il apporter la preuve finalement de faire constater, si j'ai bien compris, également potentiellement par un huissier, un garagiste ou autre, que les dégâts sont occasionnés par exemple, la défectuosité de la rue. Oui, tout à fait. En fait, là, on va être sur une question de lien de causalité, de preuve entre le dommage que vous avez subi et le défaut d'entretien de l'ouvrage public. Donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir déterminer. Encore une fois, sans la preuve, le droit n'est rien. Merci. Et ça risque d'être compliqué, parce qu'après, comment démontrer que c'est cette rue-là qui a dégradé? Bon. Après, ça peut être, vous savez, le fameux nid de poule. Il faudrait que vous ayez la voiture totalement arrachée par un trou dans la chaussée, ou par exemple à Montpellier, on a un peu les spécialistes. Tu sais, tu as souvent des bits qui empêchent l'accès à certaines rues, sauf autorisation, et parfois ces bits, malheureusement, remontent trop vite quand les voitures passent, si bien que ça arrache tout le bas de caisse. Bon, là, évidemment, il faut prendre une photo tout de suite, et puis prendre les témoins qui sont dans la rue pour qu'ils attestent bien que c'est bien la bite qui a remonté, qui a arraché le bas de caisse. Ça, c'est assez facile à démontrer. Exactement. Alors Clio, oui, j'ai vu ton commentaire là, accident de trajet avec un véhicule perso de fonction, c'est la même accident Pierrick. Oui et non, je parle bien que quand vous êtes employeur, si vous avez, quand vous avez aucune, on va dire, aucun contrôle, entre guillemets, enfin, aucune possibilité d'action sur le moyen de locomotion de votre salarié, entre guillemets, enfin, c'est difficile d'être responsable d'une partie de son accident, si toutefois, on va dire, il vient avec ses propres moyens et que, on va dire, le droit lui permet de venir avec ses propres moyens. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça, dans ce sens-là. Une question de Gabi Poli. Bonsoir Gabi, à 21h01. Par tempête, on nous dit de ne pas sortir et paf, un arbre s'écroule sur la voiture. Pas de blessés, mais la bagnole est foutue. Qui doit payer? Alors là, tout dépendra déjà d'où se situe cet arbre. Si l'arbre est sur le domaine public, on considérera que c'est un ouvrage public. Vous voyez, la définition juridique est quand même importante. Si on vous avait indiqué de ne pas sortir et que vous êtes sorti en dépit des obligations, enfin des informations qui avaient été communiquées, on peut considérer que vous avez participé, vous avez commis une sorte de faute de la victime qui peut être exonératoire en partie ou en totalité de la faute de l'administration. Ça peut être la première chose. On pourrait vous reprocher ce qui pourrait diminuer votre droit à indemnisation. La deuxième chose, il faudra démontrer un défaut anormal d'entretien. C'est-à-dire il faudra démontrer. On aura une présomption de défaut d'entretien normal de l'ouvrage, donc de l'arbre, et donc la commune devra démontrer que les arbres étaient élagués correctement, qu'il n'y avait pas de risque particulier de chute de branches, et ainsi échapper à toute responsabilité. Donc là, ça ne veut pas dire que c'est foutu pour obtenir votre réparation, ça veut simplement dire que la commune aura quand même un peu de sucre à se mettre sous la dent pour essayer de minimiser son droit à indemnisation. Merci à toi. Et puis en plus également, je suppose que va rentrer en jeu si toutefois c'est lié à un événement considéré comme catastrophe naturelle par le gouvernement, etc., etc.
Mais ça, on avait déjà fait l'émission sur le sujet. Cléoscope à 21h04. Question, la légende dit: neige devant chez vous, nettoyez sinon vous êtes responsable de celui qui tombe. Quid des feuilles d'arbre de la commune? Alors là, toujours pareil, hein, c'est la question de est-ce qu'on est sur le domaine public ou est-ce qu'on est sur le domaine privé? Si on est sur le domaine public, dans ce cas-là, la commune doit faire en sorte de signaler ou en tout cas de prendre les mesures pour pouvoir vous faire élaguer votre arbre. Si c'est votre arbre qui conduit à la chute de feuilles et que ces feuilles puissent conduire à rendre le sol glissant. Donc il y aura à la fois une responsabilité de la commune de signaler ici qu'il y a un sol, un revêtement qui peut être glissant, mais également de prendre les mesures de police qui s'imposent pour vous faire élaguer votre arbre. Là, ici, la commune pourrait être en partie responsable. Et évidemment, derrière, la personne pourrait aussi se retourner contre vous. Alors, je me permets, là, alors attention, je me fais l'avocat du diable, ça va peut-être pas plaire à certains, mais je me mets en avocat du diable. Bon, il y a toutes ces dispositions, je pense que c'est important, parce que des fois, il y a vraiment des véritables défauts, mais on est bien d'accord que je pense que dans la vie de tous les jours, on voit tous qu'il n'est pas possible de changer ou de faire des travaux sur un trottoir qui a un petit défaut tous les jours. Enfin, le moindre défaut, on peut comme pas engager des travaux à chaque fois. Les agents de la commune ne peuvent pas, on va dire, dès qu'il y a 3 feuilles qui tombent par terre, ne peuvent pas commencer, on va dire, tout de suite à enlever toutes les feuilles. Enfin, tu vois l'idée, c'est on ne peut pas être derrière, on va dire, chaque défaut tout le temps systématiquement. Donc, est-ce qu'il y a quand même des jurisprudences qui éventuellement quand même protègent quand même un peu au moins l'administration pour montrer, bon, il y a un moment donné, voilà, oui, vous êtes peut-être tombé à cause des feuilles, mais elles sont tombées limite 1 heure avant, et c'était pas possible de venir soit baliser, de venir retirer les feuilles sur lesquelles vous êtes tombé. Est-ce que tu vois l'idée de la question? Alors, l'administration, de manière générale, est peu protégée dans ce genre de régime, puisqu'il y a quand même une présomption de défaut d'entretien normal. Donc la commune doit dire qu'elle a fait son maximum, à l'impossible, nul n'est tenu. Et en réalité, le plus difficile, il y a 2 choses qui sont très difficiles, c'est que déjà les gens ignorent totalement qu'ils ont ce droit. Ah, dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà la possibilité d'engager la responsabilité d'une commune ou d'une administration lorsque vous aviez ce genre de désagrément. Une chaussée déformée, un revêtement glissant, une signalétique manquante. Dites-nous si en commentaire vous saviez avant cette émission. Donc déjà, l'ignorance protège très grandement l'administration. Puis la deuxième chose, qui pense à prendre des photos, à faire intervenir des témoins, à faire appel à un huissier? Dans les faits, c'est quand même assez compliqué de pouvoir matérialiser les désagréments qui ont pu causer des préjudices, si bien que la plupart du temps, en fait, c'est juste pour des questions procédurales que vous ne rapportez pas la preuve qu'il y a un défaut d'entretien. Il y a certes une présomption de défaut d'entretien normal, mais il faut quand même que vous apportiez un début de commencement de preuve pour que l'administration soit amenée à devoir se justifier sur l'entretien normal. Merci à toi. Alors, je me dis, quelqu'un qui voudrait abuser un petit peu, qui voit l'émission, il Voilà. pourrait se dire demain, quand je vais, j'exagère, Pas demain, je vais au d'inquiétude, travail. les juges sont pas très généreux, donc les deniers publics sont bien protégés, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Mais typiquement, je fais exprès de faire glisser mon pied sur les feuilles, sur le trottoir. Je me casse la figure. Déjà, d'une part, c'est considéré un accident de travail parce que c'est un accident de trajet. Et en plus, je peux demander réparation, on va dire une indemnisation potentiellement. Je me dis, on va dire quelqu'un qui voudrait profiter, finalement, il a tout gagné. Du coup, il en a de Il faut quand travail, il même va des au travail. éléments médicaux, il faut quand même rapporter la preuve que ça résulte d'une chute. Bien Enfin, il qu'il faut se quand même qu'il y ait un médecin qui dise oui, effectivement, c'est probable que ce soit la chute. Enfin, il y a quand même des éléments qui doivent être rapportés par la victime. Donc c'est une vraie démarche. En général, on ne s'amuse pas à le faire pour la gloire, parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, ça coûte de l'argent, hein. L'accès à la justice n'est pas non plus gratuit, hein, contrairement à ce qu'on vous dit, hein. Si vous n'êtes pas dans une profonde pauvreté, généralement, vous devez financer vous-même vos frais d'avocat, vous êtes un peu aidé par les assurances. Je renvoie à notre émission sur les protections juridiques. Et autrement, ça coûte quand même cher d'avoir accès à la justice. Ça, c'est une vérité. Donc la victime qui a envie d'abuser du système, franchement, bon courage à elle, hein. Yes. Parce que je le vois, alors je vais être vigilant dans ce que je dis, parce que ça concerne, vous savez, ma activité principale. Bref, on le voit des fois, nous, en intervention, vous avez, voilà, bref, nul ne peut que, enfin, je pense que beaucoup de gens déjà ont déjà constaté des fois dans les transports en commun, où il y a par exemple le bus qui fait un petit arrêt d'urgence et où certains vont en profiter pour, on va dire, bah tiens, je me suis cogné le genou, aïe, j'ai mal, appel des secours par le personnel des transports en commun, et qui eux font les papiers, enfin je pense qu'ils doivent avoir des procédures parce qu'ils font des papiers aux gens, etc., pour demander une indemnisation ou je ne sais quoi.
Je pense qu'il y en a qui ont très bien compris le truc, un petit peu comment ça fonctionnait. Bref. Une question de Tati005. Bonjour, et si c'est un pot de fleurs qui tombe? Merci. Alors, un pot de fleurs, bah pareil, si c'est public, c'est la même chose. Si c'est privé, là, c'est directement entre les deux. Effectivement, que ce soit un pot de fleurs, une brique ou autre, en réalité, à partir du moment où vous êtes aux abords d'un bâtiment public et quelque chose qui vous tombe dessus, c'est pas normal. Donc, on va quand même présumer qu'il y a un défaut d'entretien normal. Et évidemment, derrière, il faudra déterminer, la commune devra démontrer, prouver que le bâtiment public dont elle avait la responsabilité fonctionnait normalement. Mais un pot de fleurs qui vous tombe dessus, c'est pas normal. Ensuite, on avait une question, bah, c'est la même question finalement de Enya. Public, ok, quand c'est tel privé que la brique tombe? 1240 du Code civil et suivant, responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile. Vous avez donc la possibilité d'engager la responsabilité du propriétaire ou du locataire, hein, selon à qui est imputable le défaut de sécurité. Et là, vous êtes sur un contentieux privé devant le tribunal judiciaire avec la personne qui a fait tomber ce pot de fleurs et qui en était le propriétaire légitime. Merci à toi. Question de Gabi Poli. Avocat spécialisé en dommages corporels ou en droit public? Bah, en réalité, le dommage corporel, chacun, ce sont des spécialisations différentes, mais en fait, le droit est quand même totalement imbriqué. Lorsque vous faites du droit public, notamment de la responsabilité hospitalière, ce qui est notre cas, évidemment, vous devez quand même maîtriser un minimum les préjudices corporels. Et quand vous faites du préjudice corporel, vous devez quand même maîtriser un minimum le droit public et le droit civil, puisque votre indemnisation, elle va parfois être à la fois devant les juridictions administratives et devant les juridictions judiciaires. En réalité, c'est uniquement pour des questions pédagogiques qu'on va cloisonner les matières pour essayer de vous les enseigner. Et en fait, tout est lié. Il n'y a pas de choses totalement hermétiques. Donc, maîtriser les préjudices corporels, c'est indispensable pour pouvoir être un bon avocat publiciste ou un bon avocat privatiste. Merci à toi. Maëlys, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Preuve photo, il faut un bon avocat, défaut du sol et sortie boutique. Déni, domaine public et gérant. Est-ce que tu as compris la question? Ou sinon, repréciser, Maëlys. J'ai pas tout compris. Alors après, je connais notre chère Maëlys, donc je vois de quoi elle est en train de me parler, mais le secret professionnel m'oblige à ne pouvoir l'évoquer sur ce type de vidéo. Mais en tout cas, il faut retenir une chose, évidemment, lorsque vous êtes sur un accident de voirie et que vous êtes à la lisière entre le domaine privé et le domaine public, l'argumentation qui vous sera opposée sera toujours de dire que c'est l'autre qui est responsable. La commune vous dira c'est pas mon trottoir, c'est évidemment le propriétaire privé qui est responsable. Le propriétaire privé vous dira mais moi c'est pas chez moi, c'est sur le domaine public. Là quand c'est comme ça, il n'y a pas 36 solutions, hein, selon évidemment l'ampleur des préjudices, expertise judiciaire. Expertise, on fait l'état des lieux, on prend des photos, on prend des témoins et on essaie de déterminer ce qui s'est passé. Et en fonction des préjudices, on va retenir le scénario le plus probable pour déterminer que c'est tel défaut qui a entraîné la responsabilité et ainsi déterminer si c'est davantage le domaine public ou le domaine privé. Et pourquoi pas, peut-être que c'est un peu les deux. Peut-être que c'est un peu les deux et dans ce cas-là, le juge devra, grâce à l'expertise, déterminer les responsabilités et dans quelle proportion chacun est responsable. En réalité, il n'y a pas de fatalité, il y a juste la bonne stratégie à adopter. Pas mal celle-là, Gauthier. Je pense qu'il faudra la retenir. Merci, merci à toi. Il y a encore quelques... Clio, t'es en forme ce soir. On encore à 2, puis après on finit l'émission puisqu'on est déjà à un peu plus de 40 minutes d'émission et nous allons atteindre 21h30. Donc allez, choisissons une question, mon cher Pierre. Je vais choisir, il reste 4 questions de Clio. Allez, alors on va prendre la première. Plutôt que de s'échiner à apporter des preuves, l'huissier pour 150 balles n'est-il pas le meilleur moyen discutable d'apporter des éléments de l'événement? Alors le rapport, le constat d'un huissier de justice devenu commissaire de justice, vous le savez aujourd'hui, mais on utilise tous le terme huissier, hein, c'est rentré dans le langage courant, est effectivement un très bon moyen de preuve. C'est très intéressant dans deux cas. Soit quand vous avez vraiment le réflexe d'appeler l'huissier qui est capable de se déplacer directement sur les lieux de l'accident, ça c'est génial. Mais il y a un deuxième cas qu'on oublie, c'est lorsqu'il y a une vidéo qui est prise par un témoin et que, évidemment, cette vidéo, vous ne pouvez pas la produire directement en justice, il va falloir la coucher sur papier. L'huissier de justice a la possibilité aujourd'hui de pouvoir pencher sur le papier le contenu d'une vidéo. Il va retranscrire les passages les plus intéressants, il peut même retranscrire l'intégralité de ce qu'il voit, il va décrire ce qu'il voit et mettre des captures d'écran à l'intérieur de ce constat. C'est évidemment une pièce qui sera déterminante. Rappelez-vous,
lorsque vous souhaitez obtenir votre indemnisation, il faut faire feu de tout bois. Donc il faut évidemment assortir votre constat d'huissier d'une multitude d'autres éléments de preuve. Vous devez faire en sorte de démontrer par des indices et par des éléments concordants que ce que vous racontez, c'est la vérité vraie. Alors je propose qu'on prenne parmi les dernières qui restent de Cléo, celle de 21h14. Question: si le juge dit non, quel recours? Pardon. Alors, on n'entend plus Pierrick. 1, 2, 1, 2. C'est bon, vous m'entendez? J'ai fait tomber le micro en même temps. Oui. Donc, quel recours? Cour d'appel et après cassation, où je vis dans les séries américaines. Alors, effectivement, quand vous demandez l'indemnisation d'un accident de la voie publique, vous saisissez d'abord le tribunal administratif dans lequel qui est dans le ressort de l'accident que vous avez eu. Évidemment, ça c'est la première chose. Si vous gagnez, si vous perdez, vous avez l'État, enfin la commune perdante et vous-même la possibilité d'interjeter appel. Dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans une cour administrative d'appel. Et si là, encore une fois, la décision ne vous convient pas, vous pouvez saisir le juge de cassation, qui est le juge du Conseil d'État. Le juge du Conseil d'État a la possibilité de regarder si les premières juridictions, notamment la Cour administrative d'appel, a correctement appliqué les règles de droit. Il ne va pas rejuger les faits, il va regarder si on a appliqué les bonnes règles de droit. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous en tirer pour 6 années de procédure, plusieurs milliers d'euros de procédure, et à la fin, ne toujours pas avoir une solution et une indemnisation. C'est évidemment les affres de la justice en France. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites un recours, il faut que ça en vaille la peine. Et moi, je dis toujours à mes clients, on ne va pas vous faire un prix pour vous faire un prix, on va regarder aussi l'enjeu financier de votre procédure. Si l'enjeu est extrêmement faible, on vous proposera des solutions qui sont adaptées évidemment au montant de l'enjeu. Pour 1 500 euros de préjudice, ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller saisir le juge, mais peut-être qu'on peut demander effectivement une indemnisation, négocier avec l'administration et faire en sorte de vous apporter une solution alternative. On ne va peut-être pas aller jusqu'à saisir un juge. Et puis, lorsqu'il y a plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros en jeu, là, évidemment, les frais de procédure sont ridiculement faibles par rapport à l'enjeu financier qui est le vôtre. Et c'est peut-être ça qui doit déterminer si on va aller jusqu'à une juridiction suprême comme le Conseil d'État. En tout cas, merci à toi, merci à toutes et tous pour avoir suivi l'émission. Alors, le sujet de la semaine prochaine, de quoi parle-t-on, David? Eh bien, mon cher Pierrick, comme chaque année, tu le sais, on va parler de l'instruction en famille. Du 1er mars au 31 mai, c'est le moment où vous allez déposer vos demandes. On va parler cette année, évidemment, des pièges à éviter, du cadre juridique, et puis surtout, on a un peu de jurisprudence. Ça fait plusieurs années dorénavant que les parents sont soumis à l'obligation de demander une autorisation préalable avant de faire l'école à la maison. Où en sommes-nous? Quelles sont les grandes décisions de justice et les grandes victoires que nous avons obtenues? Et puis surtout, quels sont les risques si vous ne faites même pas la demande? Je rappelle qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui se disent « Bon, de toute façon, aujourd'hui, on n'autorise pas les demandes, donc on ne va même pas les demander. » Eh bien, grand mal vous en prenne, parce que alors là, vraiment, vous êtes dans le collimateur de l'administration et notamment du procureur de la République. Et croyez-moi, on va faire des exemples. Donc attention à vous. On est là pour vous aider. On va vous donner tous les bons conseils pour vous éviter ce genre de désagrément. Et en tout cas, merci à toutes et tous. Merci à toi pour le travail. Merci à Gauthier également pour le gros travail en régie que vous commencez à connaître. On se retrouve donc lundi prochain en direct à partir de 20h30. Vous avez le petit point info, comme d'habitude, sur la chaîne directement de David Guyon avec l'actualité, je dirais, du moment. Et puis, pensez à liker, vous abonner aux 2 chaînes YouTube, David Guyon Avocat et Pierrick Témoin. Vous pouvez, comme il l'a dit en début d'émission, souscrire à la chaîne de David si vous voulez apporter justement votre contribution pour la qualité, on va dire encore une fois, et le travail qui est fait, notamment par David et son équipe. Merci à toutes et tous, merci tout le monde, bonne soirée, à lundi. Merci beaucoup, merci, bonne soirée. Pierrick, générique.